Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de On en parle à Taïwan, animé cette semaine par Valentin Floquet, Meg et Sasa. Alors aujourd'hui, nous allons aborder des sujets très liés à l'actualité à Taïwan, suivis par des millions de personnes, mais aussi des sujets qui sont moins connus, mais qui méritent d'être mentionnés dans On en parle à Taïwan. Alors moi je pense que je vais parler du sujet un petit peu qui a fait la une ces derniers jours, puisque je vais vous parler baseball, le sport préféré des Taïwanais. C'est ton sport préféré aussi? Pas du tout, mais on va dire que oui. En fait, je vais vous parler du baseball, pas forcément sous l'aspect uniquement sportif, mais surtout aussi politique, parce que vous allez voir qu'il y a une petite controverse à ce sujet à Taïwan. Ouais. Et de mon côté, je vais vous parler du cinéma Made in Taiwan, qui refait une beauté avec un succès plus ou moins inattendu pour l'année 2026. Et moi je vais vous parler en fait d'une analyse d'un politologue sur les accusations faites par un journal hongkongais contre la ministre de l'Intérieur Liu Shefang. Et donc son analyse sur les mécanismes utilisés pour la guerre cognitive et ce genre de choses. Voilà. D'accord. Alors, on commence par quoi ? J'ai envie de commencer par le sport. Let's go. Enfin, le sport, la politique sportive. à travers le sport. Aussi une histoire de ministre, je crois. Et oui, Et malheureusement. du Premier ministre. Ils sont partout. Alors, en fait, comme vous le savez peut-être, si vous avez lu nos articles sur RTI, récemment, il y a eu la participation de l'équipe taïwanaise à la classique mondiale de baseball, WBC. C'est une grande compétition internationale dans le domaine du baseball. Et la phase de poule se déroulait au Japon pour le groupe C, qui a vu Taïwan remporter notamment une victoire à Tokyo face à l'équipe tchèque le 7 mars. Mais malheureusement, ensuite, je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails ici, mais peut-être pas, Taïwan n'a pas pu être sélectionné et a ensuite été éliminé. Ça s'est joué à quelques points. Oui. Vraiment, très peu de points. Tout à fait, lors du match Corée du Sud-Australie. Tout à fait. Mais dans tout Taipei, il y avait apparemment beaucoup d'écrans géants, même si je ne les ai pas vus, mais je sais parce que je sors pas beaucoup, on va dire. Parce que c'est quand même la plus grande compétition C'est au niveau de baseball international. C'est vraiment l'équivalent de la Coupe du Monde de football. Hein. D'accord. Voilà. Et Taïwan a plutôt eu de belles performances récemment dans les compétitions internationales, ce qui fait que les Taïwanais attendaient beaucoup de cette compétition. Oui, et malgré donc l'élimination de l'équipe taïwanaise, le président Lai Ching-te et d'autres personnalités politiques ont quand même félicité l'équipe taïwanaise en espérant qu'ils feront mieux lors des prochaines compétitions. Et à propos des politiciens, justement, figurez-vous que ce samedi 7 mars, en tout cas, le Premier ministre Zhou Rongtai s'est rendu discrètement à Tokyo pour assister au match donc, entre l'équipe taïwanaise et l'équipe tchèque, aux côtés du représentant taïwanais au Japon et du ministre des Sports, Li Yang. Et à la fin du match, il a brièvement aussi rencontré quelques supporters taïwanais lors d'un déplacement éclair. Et donc, il a quitté le stade avant la fin du match, si j'ai bien compris. Oui. Mais je crois que c'était à peu près quand on savait déjà que les Taïwanais allaient gagner. D'accord. Le match était déjà presque plié, c'était un match que Taïwan devait gagner de toute façon à la base. En fait, voilà, oui. C'était un match bien choisi, on va dire ça. Parce que c'est la seule équipe qui ne soit pas constituée de professionnels pour la République tchèque. Et puis quand même, le baseball, c'est pas vraiment le fort des Européens, globalement. Voilà. Donc, la victoire de Taïwan était quand même assez probable, voire même très très probable. Oui, et c'était un samedi. Et puis, c'était pas loin, c'était à Tokyo. C'était un samedi, effectivement. Voilà. Donc, a priori, il ne travaillait pas. Enfin, il ne devait pas forcément être au bureau. Et c'est vrai que s'il avait assisté à un match qui était une défaite de l'équipe taïwanaise, ça aurait peut-être pas eu le même impact, on va dire. En tout cas, ce qui a surtout été souligné à Taïwan, de manière positive, en tout cas notamment par le Parti démocrate progressiste, le DPP au pouvoir, c'est que, en raison de la situation diplomatique particulière de Taïwan,
Il faut quand même souligner que c'est la première visite d'un Premier ministre taïwanais en exercice au Japon depuis la rupture des relations diplomatiques en 1972. Donc, ça fait longtemps quand même. C'est considéré comme plutôt une avancée avancée sur le plan diplomatique. Oui, c'est ça. Tout à fait. En fait, le dernier Premier ministre taïwanais en exercice qui s'est rendu en visite au Japon, c'était Yan Jiagan en 1970. Ça date. Et oui. Et il a représenté le gouvernement de la République de Chine lors des célébrations de l'exposition universelle d'Osaka. Il y a quand même eu ces dernières années, je dirais, plusieurs jalons, peut-être en ce sens. Par exemple, en 2019, Lai Ching-te, l'actuel président de la République, s'était rendu au Japon à l'invitation du gouvernement nippon, mais il avait déjà quitté ses fonctions de Premier ministre. Il n'était pas encore vice-président. Et il avait quand même rencontré d'anciens premiers ministres japonais. En 2022, quand Lai Ching-te était vice-président de la République, il s'est rendu au Japon quand même en tant qu'ami pour présenter ses condoléances à la famille de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe qui a été assassiné. Et donc, il était devenu à l'époque le plus haut responsable gouvernemental taïwanais en exercice à se rendre au Japon depuis la rupture des relations diplomatiques. Mais bon, c'était effectivement pour une occasion privée, mais spéciale. Mais quand même. Voilà. Mais malgré tout, il y a l'opposition qui n'a pas raté l'occasion de poser des questions qui dérangent, évidemment, et notamment le financement et les modalités de ce déplacement. Alors, lundi 9 mars, la porte-parole du yuan exécutif a indiqué, pour clarifier la situation, que ce déplacement avait été effectué à titre privé pendant un jour de congé sur les deniers personnels de Zhou Rongtai, donc entièrement à ses frais, et sans argent public dépensé. Donc, ce serait Zhou Rongtai qui aurait pris en charge par lui-même le vol charter de la compagnie China Airlines, dont l'État est le principal actionnaire. Oui, parce que c'était pas un simple billet d'avion sur une ligne régulière. Parce qu'il faut savoir que vu le nombre de fans taïwanais qui s'est déplacé dans le stade à Tokyo, tous les vols étaient au complet, en fait. Mais du coup, il a réservé un charter pour lui et toute son équipe de sécurité également, pour qui il aurait payé tous les frais. C'est un Airbus Neo, je sais pas combien, en fait, à 200 places. Ok, waouh, quand même, c'est pas un petit... Non, c'est pas un charter, ouais. Non. En tout cas, ces précisions n'ont pas suffi à calmer l'opposition. Des députés du Kuomintang et du Parti populaire taïwanais ont pointé du doigt le fait que le charter avait décollé de la base aérienne de Songshan sous l'autorité du ministère de la Défense, alors qu'il s'agit donc, d'après la porte-parole du gouvernement, d'un déplacement à titre privé. Alors, en réponse, le ministre de la Défense, Wellington Koo, a déclaré devant le Parlement que Songshan est un aéroport mixte civilo-militaire et donc, si nécessaire, les avions civils peuvent utiliser des aires de stationnement militaire et l'administration de l'aviation civile réglemente les décollages et les atterrissages de ces avions, tandis que le ministère de la Défense se contente d'apporter son concours. Voilà, il a essayé de rattraper un peu la situation. En ce qui concerne le financement, on ne sait pas vraiment à ce stade combien ça a coûté, mais selon certaines estimations dans les médias, ça aurait pu coûter de 3 à 7 millions de dollars taïwanais, donc entre 82 000 et 190 000 euros. C'est un avion à 200 places quand même. Oui. Ce qui représente quand même 33 à 80% des économies placées à la banque de Zhou Rongtai d'après sa déclaration de patrimoine de l'an dernier. Mais rassurez-vous, il reste quand même pas mal de choses dans le patrimoine de Zhou Rongtai. C'est sûr, des parcelles de terrain et des actions à la bourse. Voilà, surtout beaucoup de terrain, des immeubles. Dans des quartiers assez luxe à Taipei. Voilà, pas énormément non plus, mais quand même à Taipei, ça vaut très très cher. La présidente de la commission ministérielle des affaires maritimes, Guang Bilin, est venue, on peut dire, à la rescousse de Zhou Rongtai, et elle a souligné que la situation diplomatique de Taïwan était extrêmement complexe et nécessitait donc le soutien de beaucoup d'alliés, et qu'il fallait plutôt se réjouir de cet événement exceptionnel que Zhou Rongtai ait pu aller en exercice sur le territoire japonais. Elle a aussi dit qu'en raison de la pression de la Chine, elle ne pouvait pas vraiment s'exprimer de manière trop limpide, mais que la manière dont les Taïwanais devaient percevoir cette question est évidente.
Et j'aime bien la phrase qu'elle a rajoutée. Ceux qui comprennent, comprennent, et ceux qui ne comprennent pas, peut-être ne veulent pas comprendre. En tout cas, je crois que le gouvernement japonais a très vite clarifié la situation pour dire que Zhou Yongtai n'a rencontré aucun responsable politique sur place, en fait. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir à Taïwan, il y a une députée du Kuomintang qui a exigé que la compagnie China Airlines fournisse le détail du prix du paiement de ce charter. Et on a vu réapparaître un petit parti plutôt pro-unification, le nouveau parti, qui a déposé une plainte auprès de la justice accusant le Premier ministre de rechercher un avantage personnel, d'abus de pouvoir ou également de violation des réglementations relatives aux zones vitales telles que la base aérienne de Songshan par exemple. Parce que certains internautes se sont amusés à appeler la base militaire en fait de l'aéroport Songshan pour dire est-ce que je peux réserver un charter. Et du coup là c'était plutôt des rejets catégoriques en fait. Et du coup les gens commencent à se poser les questions si vraiment un civil arrive à utiliser la partie militaire de cet aéroport mixte à la base. Donc ça, c'est aussi un débat qui circule à Taïwan, en fait. D'accord. Donc comme quoi, ça soulève vraiment des questions très sensibles et importantes, finalement. C'est assez complexe comme dossier, en fait. Ouais. Alors, je vais quand même dire 2 mots de la réaction de la Chine, parce que bien sûr, sans surprise, les autorités chinoises étaient très en colère. Sans surprise, les commentaires pas très sympathiques. Voilà. Donc la Chine a protesté auprès de l'ambassadeur du Japon à Pékin, et le bureau chinois des affaires taïwanaises a déclaré que le Japon avait violé le principe d'une seule Chine et l'esprit des 4 documents politiques conclus entre la Chine et le Japon, envoyant un mauvais signal, entre guillemets, aux forces indépendantistes taïwanaises. Et finalement, on peut aussi préciser qu'il y a eu un nouveau rebondissement dans cette affaire à la fin de la semaine, vendredi plus précisément, puisque le Premier ministre Zhou Yongtai, aux côtés du secrétaire général et de la porte-parole du gouvernement, s'est exprimé pour revenir sur les modalités de ce déplacement. Zhou Yongtai a déclaré que ce voyage n'avait pas été imputé aux frais de l'État et que c'était un voyage privé et donc qu'il n'avait pas à faire de commentaires sur autre chose que le fait qu'il ait assisté au match. Il a quand même montré 4 documents, c'est-à-dire les factures des billets pour le match, du bus touristique, des dollars taïwanais changés en yens et bien sûr le plus important, le contrat pour le vol charter qui s'élève en fait à environ 2 millions de dollars taïwanais, soit environ 55 000 euros. Et avec tous ces documents, a priori, cela devrait permettre d'apaiser cette politique. En tout cas, on verra cela dans les prochains jours. Alors du coup, j'enchaîne sur le cinéma taïwanais. Voilà. Alors c'est parce que récemment, le ministère de la Culture a fait une conférence de presse pour annoncer qu'au jour du 5 mars, la vente des billets en fait pour les cinémas, le film taïwanais en 2026 a déjà dépassé l'ensemble de l'année 2025. C'est pour dire que pendant les 2 mois et 5 jours, on a fait plus que 2025. Et la vente des cinémas taïwanais, c'est 27 millions d'euros en 2025. Et à ce jour, ça atteint les 28 millions d'euros. Du coup, ça veut dire... oui. Et du coup, le ministre de la Culture, Li Yuan, a profité de cette occasion pour saluer le progrès du cinéma taïwanais auprès du public taïwanais, parce qu'on sait que depuis quelques décennies, les Taïwanais boudent le cinéma taïwanais. C'est-à-dire, c'est pas le premier film qu'on va choisir. C'est plutôt les grandes productions américaines ou... Tout à fait, tout à fait. Et du coup, c'est pas la gloire pour le cinéma taïwanais. Et du coup, depuis quelques années, le ministère de la Culture essaye de redynamiser la production taïwanaise et aussi la coproduction internationale. Et donc, le ministre de la Culture, Li Yuan, a précisé lors de conférences de presse pour dire que son ministère continuera à assister
les producteurs taïwanais, les cinéastes taïwanais, dans le sens où il y a déjà eu un quota d'imposé de nombre de salles de projection réservées au cinéma taïwanais. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre les 20%. Donc, pour toutes les salles, les cinémas qui ont plus de 3 salles, on doit réserver au moins 20% de projection au cinéma taïwanais. Et ça, c'est un objectif qui a été fixé et ça se prolonge pour l'année 2027-2029. Donc, pour les cinémas, moins de 3 salles, l'objectif, c'est augmenter 2% chaque année. Voilà. Et pour atteindre au moins 6% au bout de la 3e année. Donc ça, c'est une mesure. Et en plus de ceci, il y a bien sûr le point culture qui encourage les jeunes à participer aux activités culturelles faites par les Taïwanais et pour les Taïwanais. Et du coup... Peut-être on va faire un point sur les points culture, justement. Les points culture, je crois, c'est $1,200 taïwanais. Voilà, qui sont en fait sur une espèce de portefeuille numérique que les jeunes peuvent utiliser pour acheter soit des places de cinéma, soit entrer dans les musées ou acheter des bandes dessinées, des choses comme ça. Taïwanaises. Voilà, du coup, et ça se poursuit. Et donc, selon Li Yuan, cette année, donc on disait tout à l'heure la vente en fait, des billets. Et là, la vente de billets pour les films taïwanais représentait 58% du marché taïwanais pour les 3 premiers mois. C'est plus de 54 points de plus que l'année dernière. Donc, ça veut dire en 2025, il n'y avait que 4% de ventes qui provenaient de cinéma taïwanais. Ah oui. Mais du coup, est-ce qu'il y a des films en particulier qui ont tiré le marché ? Justement, c'est le film, c'est très à la mode en ce moment. Ça s'appelle Sunshine Woman's Core, je ne sais pas si je lis bien. Donc, c'est un film qui est inspiré d'un film coréen de 2010 qui s'appelle Harmony et qui parle des personnes, des femmes notamment, qui sont entrées en prison pour des causes différentes et qui ont décidé de constituer une sorte de chorale ou un chœur pour s'occuper, en fait, pour avoir un air plus optimiste dans une prison. En fait, et du coup, l'histoire commence par la naissance d'un bébé-fille dans la prison. Et on se rend compte que ce bébé est d'une femme qui a été victime d'une violence familiale pendant longtemps et qui a voulu contrer une agression de son mari. Et malheureusement, elle a tué son mari par mégarde et du coup, elle est incarcérée. Et en prison, elle a donné naissance à une petite fille. Et malheureusement, cette petite fille souffre de l'amblyopie. Je ne connais pas. Du coup, elle est coincée dans la situation, dans un choix en fait. S'il faut donner la fille à une autre famille pour qu'elle soit dans une meilleure situation ou il faut la garder. Et à partir de là, l'histoire est partie et on s'est rendu compte que les personnes qui sont incarcérées ont peut-être des causes différentes qui les a réunis là en fait et à partir de là ils ont donc tous ont eu des passés assez difficiles et ils ont décidé de constituer un chœur pour s'encourager mutuellement en fait. Et donc ça c'est ce film qui a vraiment très bien marché jusqu'à présent. Ça donne envie d'aller le voir, en tout cas. Ça a l'air d'une histoire. En tout cas, ça n'a pas été pris dans un premier temps. C'était, je crois qu'au début, pendant les 2 premières semaines, la vente était plutôt mauvaise. Je crois que c'est dans les 15 millions de dollars taïwanais. Donc, ce n'était pas un chiffre très important. Mais par la suite, de bouche à oreille, les gens se sont rendus compte que c'est une histoire intéressante qui permet de voir l'autre côté, enfin la prison c'est pas quelque chose qu'on aborde souvent dans les films taïwanais et du coup ça a commencé à marcher et ça a coïncidé avec la grande période du Nouvel An lunaire et du coup c'est surtout ce film qui a pu profiter de cette occasion pour marcher et ça continue de marcher en fait. D'accord. Oui. Apparemment les salles sont complètes et les gens pleurent en sortant en fait. C'est des larmes, voilà, ça se comprend en fait. Oui. Et en dehors de ceci, il y a 2 autres films taïwanais qui est assez à la mode en ce moment. Il y a un qui est Kung Fu,
qui est tiré d'un roman. Et un autre, c'est Double Happiness. C'est sur un mariage. Un peu comme le film sur le mariage d'Angly il y a très longtemps. C'était un de mes films préférés. Oui, moi aussi. Et là, c'est un couple qui a dû se marier, mais les parents s'entendent pas du tout. Et du coup, il fallait se marier le même jour, au même endroit. Quasiment au même moment, sans que les parents se sachent. Et du coup, c'est une histoire assez drôle, en fait. Mais sur la famille, toujours sur le côté traditionnel de la société taïwanaise. Voilà. Et donc, c'est pour dire que le cinéma taïwanais se porte plutôt bien actuellement. On va revenir sur l'épisode qui a eu lieu fin février du journal qui s'appelle Ta Gomba à Hong Kong, qui a publié une page entière, 3 articles, vraiment à charge contre la ministre de l'Intérieur, Liu Shifang, taïwanaise. Tout dans ces articles était timé, calculé, puisque c'était vraiment la veille de la journée de commémoration du 28 février, qui était un jour férié à Taïwan. Donc, quelques jours plus tard, sur le site internet de Liberty Times taïwanais, un politologue de l'Université nationale de Zhongzheng a donc publié une analyse sur les outils politiques et de communication qui ont été utilisés dans cet article, qui accusait en fait en gros la ministre de l'Intérieur d'avoir des doubles standards, des 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures, d'avoir une hypocrisie politique, car elle est connue pour être assez ferme et anti-Chine, on va dire. En tout cas, c'est comme ça que le journal la présente. Et d'avoir reçu des dons politiques d'un neveu qui travaille en Chine. Voilà, tout est basé sur ça. Et selon les articles, le neveu est assez important à plusieurs entreprises, en fait. Et c'est ça qui est très drôle, et c'est ce que en fait essaie d'expliquer donc ce professeur et politologue qui s'appelle Tsai Zhongxiang, c'est qu'il a bien remis en place la chronologie des différents paragraphes dans les articles, etc. Et en fait, soi-disant ces différentes entreprises, alors c'était à des moments différents de sa carrière, et là actuellement il est le journal dit directeur général, mais apparemment sa position c'est directeur adjoint d'une grosse entreprise de batterie taïwanaise actuellement. Alors il a participé, il a travaillé dans plusieurs autres entreprises en Chine qui font des batteries aussi au lithium, mais cette fois dans des sociétés chinoises. Moi j'ai regardé aussi l'article parce que il évoquait rapidement ce qui était dit dans l'article sans vraiment aller dans le détail. C'est un peu tout et n'importe quoi. Il commence à parler déjà il dit toujours Mo Gongse pour dire les noms des entreprises. Donc déjà il dénonce pas les entreprises directement. X, quoi. Enfin, je veux dire X, voilà. Et puis après, il passe donc de cette entreprise, mais il dit pas quand est-ce qu'il a travaillé dans cette entreprise. Il commence à donner les chiffres d'affaires de l'entreprise de telle année à telle année. C'est-à-dire qu'il y a aucune logique, c'est très très vague tout ce qui est dit dans ces articles. Il y a beaucoup de blabla, il n'y a pas grand-chose de très concret. Et donc après, ça parle des dons politiques, mais pareil, ça donne pas de date, ça reste très vague. C'est cet élément de guerre cognitive et de tentatives d'influence de l'opinion taïwanaise sur les officiels pour tourner le public taïwanais en faveur d'une réunification. Alors ce qui est aussi intéressant dans ce que dit Tsai Zhongxiang, c'est qu'il a comparé un peu le système chinois, puisque pour lui cet article est directement lié, a été directement commandité par la Chine. C'est le parallèle qu'il fait entre le Parti communiste chinois et le système juridique de la Chine impériale. Parce qu'en fait, dans la loi de la Chine impériale, la famille est responsable des actions d'un individu, de cette famille. Si une personne commet des exactions, elles sont liées, de toute façon, toute la famille doit en être responsable, quoi. Donc, c'est cette mentalité-là. C'est cette mentalité-là, ce lien entre le neveu et la ministre de l'Intérieur, qui fait que en fait on peut les accuser de tous les maux possibles dès qu'on trouve une contradiction ou quelque chose, et là on peut tout de suite les accuser de 2 poids 2 mesures, de tout ce qu'on veut. Alors par ailleurs, cet épisode relève aussi plusieurs éléments pour Tsai Zhongxiang: une opération de guerre cognitive, une stratégie qui consiste à inverser la logique des faits pour attaquer la légitimité d'un responsable politique taïwanais, et selon des enquêtes des médias taïwanais, l'entreprise évoquée serait une filiale donc liée à un fabricant taïwanais, et le neveu n'aurait été nommé vice-président qu'en 2023 alors que les dons politiques dateraient de 2019.
Donc un lien qui n'est pas vraiment réel parce qu'à l'époque il n'était pas en Chine. Les médias aussi parlent donc de 2014 et de 2011 qui sont des années totalement hors contexte des dons politiques. Et donc de toute façon le média en question, le journal, n'évoque rien de concret par rapport aux dons politiques donnés, ni à l'argent, d'où vient l'argent. La personne, le neveu a reçu des salaires et des revenus à Taïwan comme en Chine, donc c'est très difficilement traçable de dire que c'est de l'argent chinois qui a permis la campagne de 2019. Et donc c'est aussi le deuxième argument, c'est la stigmatisation des dons politiques. À Taïwan, les dons politiques sont une forme légale de participation à la vie démocratique et faire un don à un membre de sa famille n'est pas illégal. Et on revient donc à l'accusation par les autorités chinoises que toute personne liée à un responsable soutenant la souveraineté taïwanaise devient donc potentiellement suspecte. Et ce qui est vraiment le plus gros point, en fait, je pense, de Tsai Jong-xiang, c'est surtout de dire que les accusations ne sont pas vraiment importantes dans ses écrits. C'est plutôt l'idée d'une menace sous-jacente, de dire à n'importe quel politique taïwanais qu'ils pourront toujours cibler, puisqu'il y a une enquête qui était ouverte sur ce neveu, ils pourront toujours cibler les personnes de la famille pour n'importe quelle raison, à partir du moment où le responsable politique a des prises de parole plutôt anti-réunification. Je pense que c'est quand même bien de préciser que c'est pas arrivé à n'importe quel moment et que justement la ministre s'était exprimée sur le cas controversé de Lee Jun-hyo. C'est une députée du Parti populaire taïwanais qui est entrée en fonction récemment. En février. Voilà, et qui en fait est chinoise, mariée à un Taïwanais, et elle a eu pas mal de problème pour prouver qu'elle avait abandonné sa nationalité chinoise. Et la ministre est assez ferme sur ce sujet pour dire que c'était pas valable ce qu'elle avait fait jusqu'à présent. En fait. Parce que selon la loi taïwanaise, pour être député, on est obligé d'avoir qu'une seule nationalité, c'est la nationalité taïwanaise. Et donc, elle n'a pas pu vraiment apporter les documents pour prouver cela. Et la ministre Liu Shefang, donc de l'Intérieur, était l'une des plus fermes sur ce sujet. Tout à fait. Voilà. Et donc, pour résumer et finir sur le sujet, on peut dire que Tsai Jong-xiang dit que en fait, peu importe si les révélations se révèlent infondées, l'objectif est quand même d'avoir un impact sur l'opinion publique taïwanaise. Bon, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On arrive déjà à la fin de cet épisode d'On en parle à Taïwan, qui était présenté par Valentin Floquet et Sasa, et on vous dit à la semaine prochaine.